Alors, voici, ça c'est très important à connaître. C'est un électrode qui ne m'appartient pas, hein, je l'ai tiré d'un article, mais j'ai eu un patient semblable. Tout de suite, donc c'est une femme qui est très âgée, qui a un pacemaker, qui a une insuffisance diabétique, qui est hypertendue, qui a une insuffisance rénale et qui consulte pour des 5 ans. Alors, quand on l'interroge, c'est une malade qui est traitée pour une fibrillation auriculaire et qui y avait de la flécaïne. Depuis 5 ans, elle prend 200 mg par jour et 200 mg par jour dans un contexte d'insuffisance rénale avec cet âge-là, c'est beaucoup. Et donc, vous avez des QRS extrêmement larges. C'est en faveur des complexes comme ça. C'est en faveur de fibrillation auriculaire paroxystique en préopératoire. Et donc, effectivement, on remarque une chose, il y a des spikes parce qu'il a des électrodes, et donc avec la tachycardie, normalement, ces électrodes, ces spikes s'il y a une bonne écoute, eh bien, on ne les verra pas. Hein. Donc là, le pacemaker temporaire n'écoute pas. C'est une tachycardie qui semble être régulière, avec un QRS large, plutôt positif. Le seul positif ici en AVR, peut-être qu'on remarque ici une activité auriculaire. On a l'impression qu'il s'agit peut-être d'une tachycardie atriale ou d'un flotteur auriculaire. En tout cas, je ne vois pas de dissociation auriculaire. C'est assez difficile. Donc, ce qu'il faut faire ici, soit une manœuvre vagale pour ralentir la cadence ventriculaire, donc soit de la digoxine ou de la myodarone. Et à ce moment-là, on remarque à part une sorte de flotteur ou de fibrillation atriale, finalement, hein, c'est plutôt irrégulier. C'est probablement, on n'a pas une activité assez bien organisée qui est connue pour faire de la F1. Il fait une tachycardie qui semble régulière, un QRS large avec un aspect de retard droit. Et je vais prendre un pointeur. Voilà. Et avec, on a cet aspect avec un axe, vous voyez qu'il y a un aspect plutôt demi-bloc postérieur, avec un axe plutôt à droite, très très à droite. On ne sait pas si c'est une TV ou c'est une TSV. Alors, je vais zoomer pour qu'on puisse voir correctement. Alors, je vais zoomer ici. Si on zoome ici, on va voir le QRS, le bloc de manche droit. On a RR'. Regardez, RR'. On avait dit tout à l'heure, lorsque, c'est l'aspect de l'oreille de lapin, mais lorsque le deuxième pic, ici, la deuxième partie de l'oreille est plus haute que la première, c'est en faveur d'une TSV. Quand c'est l'inverse, c'est en faveur d'une TV. Là, c'est en faveur d'une TSV. Et si je reviens en D2, on a comme l'impression quand même qu'il y a une activité auriculaire, ce qui me pousse à dire qu'il s'agit probablement d'une tachycardie, d'un flotteur ou d'une tachycardie atriale, probablement un flotteur auriculaire dans ce contexte-là. En tout cas, le malade a reçu un traitement par amiodarone et donc il y a eu ralentissement de la cadence ventriculaire qui va faire émerger une sorte de flotteur à bloc variable ou d'une fibrillation auriculaire. Donc, vous voyez que l'axe, la morphologie, regardez l'axe, c'est effectivement un bloc de manche droit associé à un bloc postérieur gauche avec un axe hyperdroit. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours une tachycardie ventriculaire. Alors ici, c'est un de mes patients. Il est suivi pour une fibrillation auriculaire. Il avait comme traitement de la flécaïne. Avec un peu de bêta-bloquant, mais a priori, les bêta-bloquants n'ont pas freiné correctement le nœud. Et vous avez que donc il vient aux urgences avec une tachycardie à QRS large syncopale. Et quand vous recevez un patient comme ça, vous ne réfléchissez pas, c'est très rapide. On a du mal à faire le diagnostic tout de suite. C'est a priori, c'est a posteriori qu'on a fait le diagnostic. C'est une tachycardie QRS large. Donc le malade a été choqué. Il s'agit ici d'une tachycardie régulière, QRS très très large. Regardez en AVR, le QRS est très 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 large. Je vous ai dit tout à l'heure, plus c'est large, plus c'est évocateur en tachycardie ventriculaire. Mais ici, en l'occurrence, ce n'est pas une tachycardie ventriculaire. Donc une fois qu'on a choqué le patient, on lui a mis un holter. C'est un malade que je connais, donc il n'y a pas de cardiopathie structurelle. Et c'est pour ça qu'il est sous flécaïne. Quand je fais le holter, effectivement,
Alors maintenant, j'avais arrêté la flécaïne, j'ai mis que les bêta-bloquants. Et vous voyez que c'était finalement un flotteur auriculaire à bloc variable ici. Par contre, ici, il s'agit d'un flotteur 1 pour 1. Alors, pourquoi un flotteur 1 pour 1? La flécaïne est connue pour donner des flotteurs 1 pour 1. Comment ça se passe? Donc, un malade sous flécaïne, là, il y aura organisation de la FA en flotteur et la flécaïne va ralentir. Vous savez que le flotteur, il tourne dans l'oreillette droite, donc autour de la tricuspide, à une fréquence autour de 300 battements par minute. Et comme il y a le frein nodal, eh bien, habituellement, il n'y a que la moitié qui passe. Vous avez un flotteur 2 pour 1, donc vous avez une fréquence à 150 battements par minute. Mais ici, en fait, la flécaïne va ralentir le flotteur au niveau de l'oreillette droite. Donc, au lieu de tourner à 300, il va tourner à 260, 280, 250. Et les 250 vont se retrouver dans le ventricule. Pourquoi? Parce que la flécaïne aussi, elle entraîne une perméabilité du nord auriculo-ventriculaire. Donc, il devient plus perméable, il laisse passer ces 250 ou 260 battements par minute et on a des tachycardies de ce genre. Donc, c'est un flotteur 1 pour 1. Donc, pour éviter le flotteur 1 pour 1 quand on utilise la flécaïne, c'est de bien freiner le nœud par un bêta-bloquant ou un freinateur nodal, par verapamil ou diltiazem. Pour l'instant, on n'en a pas ce genre de molécules. En tout cas, les bêta-bloquants à une bonne dose seraient très, très utiles. Voici un patient qui m'a été adressé de Schliff pour une tachycardie syncopale. C'est une tachycardie à QRS large, très, très rapide. Regardez ici, on frôle les 300 battements par minute, très irrégulière, avec un aspect en accordéon, vous voyez, qui est très, très irrégulière, très, très large. On est tenté de dire qu'il y a une concordance positive. Regardez, c'est positif partout. Mais ce n'est pas une tachycardie ventriculaire. C'est une fibrillation atriale sur une voie accessoire gauche. C'est pour ça qu'on a un aspect de retard droit. C'est un quinte gauche. C'est négatif en inférieur. C'est un quinte postéro-latéral gauche. Donc, c'était un postéro-latéral gauche ou postéro-septal gauche. Je ne me rappelle pas très bien de la localisation d'ablation. Ici, ça a l'air d'être c'est négatif en D2. Alors, D3, je ne le vois pas très, très bien. C'est postérieur gauche ou postéro-septal gauche. Mais en tout cas, quand on a ce genre évidemment, de tachycardie, on ne réfléchit pas. Il faut tout de suite choquer le patient. Il n'y a pas à injecter, rien à injecter. Surtout pas de manœuvre vagale parce que vous allez ralentir la conduction nodale. On va favoriser la progression ou la conduction par la voie accessoire. Donc, on n'injecte aucun freinateur, ni l'amiodarone, ni rien du tout. On choque directement le patient. Alors, dommage qu'il n'y a pas d'interactivité parce que ces électrodes, j'aurais aimé qu'on les interprète tous ensemble. Voici une jeune fille de 14 ans de Brooch-Barons qui fait beaucoup de tachycardie supraventriculaire ou ventriculaire, on n'en sait pas trop, qui reste large, très très large même, d'aspect de retard gauche. Malheureusement, l'enregistrement sur cet électro, on a du mal à voir, la morphologie. Je vais zoomer sur le précordium. Est-ce qu'on pourrait remarquer une chose qui nous aide au diagnostic, c'est le début de QRS en V1. Ça, c'est V1, et ça, c'est V2. Et puis, il y a un télescopage entre V2 et V3. Et regardez, l'onde R est très, très étroite, et puis il y a une descente abrupte de l'onde S. Ça, c'est en faveur d'une tachycardie supraventriculaire, d'une origine supraventriculaire. Donc, finalement, il s'agit d'une tachycardie supraventriculaire qui prend l'aspect, donc il y a une aberration de conduction, puisqu'on a un aspect de bloc gauche complet. Alors, est-ce que ce bloc gauche est préexistant ou pas? Eh bien, voici l'électrocardiogramme au rythme sinusal. Donc, effectivement, c'est un bloc gauche. Il n'y a pas d'évidence ici de préexcitation. Peut-être un tout petit peu ici. Le PR semble un peu court. On n'est pas certain. On n'est pas certain du tout. Et donc, l'exploration chez cette fille a montré qu'il s'agit d'une voie accessoire très particulière qu'on appelle le faisceau de Mahin. Le faisceau de Mahin, qui est une voie accessoire située à droite. Et donc, évidemment,
quand l'influx passe à droite, automatiquement, un aspect de retard gauche. Et quand c'est une tachycardie, ben vous avez une tachycardie à QRS large, puisque passe pas par le nœud, et qui vous donne un aspect de tachycardie QRS large, d'aspect de retard gauche. Donc, vous voyez, on pourrait effectivement évoquer une tachycardie ventriculaire. Il n'y a même pas d'évidence, il n'y a ni capture ni fusion, il n'y a pas de dissociation oculoventriculaire. Très difficile de le dire ici, mais par contre, cet aspect en V1 est très évocateur de tachycardie supraventriculaire. Ça, c'est un malade qui a 21 ans ou 22 ans, que j'ai eu à prendre en charge il y a quelques années. Et donc, voici sa tachycardie. Bon, j'ai enregistré sur un cycle à 50 millisecondes pour qu'on puisse voir correctement les QRS. C'est une tachycardie régulière, avec des QRS assez larges, un aspect de retard droit, Et, on pourrait dire une concordance positive, mais ce n'est pas sûr parce qu'en V6, on a un aspect RS, petit r grand S, donc ce n'est pas une concordance. On a VR, c'est négatif. Alors, plusieurs diagnostics peuvent être évoqués, une tachycardie ventriculaire, une voie accessoire avec une conduction antidromique, on avait eu le flotteur tout à l'heure. Alors, le contexte clinique va nous aider puisque c'est son premier épisode de tachycardie, il n'a jamais fait il n'a pas de cardiopathie structurelle, le cœur est normal, mais il y a un élément qui peut éventuellement nous orienter. Je vais essayer de vous le montrer ici. Ici, si on voit V6, on a l'impression qu'il y a une activité atriale juste avant le QRS. Et comment on peut le savoir aussi? Vous avez ici, ça c'est le sinus coronaire distal, donc qui est très loin, il est du côté du ventricule gauche, sur la paroi latérale du ventricule gauche. Et là, le sinus coronaire proximal, il est sur l'oreillette droit. Donc, ici, AV, vous voyez que AV est très loin, le ventricule vient très loin. Donc, là, cette oreillette ne descend pas par la voie septale, puisqu'ici, je suis sur la partie septale, par le is, il ne descend pas par le is. Mais le AV, ici, il est beaucoup plus étroit. Donc, l'oreillette est collée pratiquement au ventricule. Donc, ça descend par la voie latérale gauche. Puisqu'ici, sur le ventricule gauche, on est sur le sinus coronaire distal. Donc, c'est un quinte latéral gauche avec une tachycardie antidromique. Donc, quand vous êtes dans les urgences, vous recevez un patient comme ça, il est très difficile, surtout que là évidemment, j'ai fait enregistrer 150 mm par seconde, donc on a l'altitude de bien voir l'activité atriale. Mais si j'avais mis le 25, on ne peut pas voir, c'est trop rapide. Il est difficile de distinguer l'activité atriale et donc dans ce cas, le malade ne tolère pas, il faut choquer et vous allez découvrir ensuite la préexcitation ventriculaire. Alors, ici, je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'une tachycardie s'affine, c'est toujours une supraventriculaire. Alors ici, vous avez une tachycardie qui est à QRS large, mais ici, elle est précédée d'une tachycardie QRS fin. Alors, c'est toujours, alors cette partie-là, quand vous avez ce phénomène, ce n'est jamais une tachycardie ventriculaire. Et quand ça se ralentit ici, on voit cette activité atriale organisée. Il s'agit d'un flotteur ici, un flotteur 1 pour 1 qui s'affine et puis devient 2 voire 3 points. La conduction se dégrade. Voici un jeune homme de 22 ans qui habite Béjaïa et au cours d'un match de foot, aucun antécédent pathologique particulier, il n'a jamais consulté, en tout cas il n'était pas malade, il joue en amateur et au cours d'un match, il fait une tachycardie à QRS large qui était assez bien tolérée, n'a pas perdu de connaissance. Ce qu'on en remarque, c'est qu'une tachycardie de type retard gauche et dont l'axe est plutôt à gauche. Et on a un aspect QS en inférieur. Alors, ici, si on remarque une chose, il n'y a pas d'évidence d'une dissociation auriculoventriculaire. AVR est plutôt négatif, mais par contre, ici, regardez les QRS, un coup sur deux, ici, il est, si vous voulez, fin, et ici, il s'élargit. Ici, il est fin, ici, il s'élargit. C'est comme s'il y a une activité atriale et de type 2 pour 1. Donc, une conduction, en fait, une conduction de type 2 pour 1. Il s'agit, voici son électrocardiogramme en rythme sinusal.
Donc, quand vous remarquez un bradycardie sinusale, parce que le malade était je l'ai mis sous bêta-bloquant, mais je vais zoomer pour vous. Vous voyez tout de suite, il y a une onde d'epsilon ici. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une tachycardie QRS large. C'est une tachycardie à QRS large, un mécanisme adrénergique, elle s'est déclenchée au moment de l'activité sportive, et qu'il s'agit d'une tachycardie ventriculaire d'une dysplasie arythmogène du VD, de type donc retard gauche, qui vient du triangle de la dysplasie, elle vient de la région sous-tricuspidienne, donc de la paroi inférieure du ventricule droit. C'est un malade qui a bénéficié d'un traitement antiarythmique à base de myodarone et de bêta-bloquant. Malheureusement, il a récidivé et donc on a dû lui faire une ablation par radiofréquence. Alors, il a eu 4 ablations. Il ne faut jamais arrêter les antiarythmiques, même si l'ablation marche chez nos patients, puisque la dysplasie, c'est une maladie évolutive. Il y a d'autres circuits de tachycardie qui vont réapparaître. Ce n'est pas toujours la même tachycardie. Je le suis depuis maintenant 2004. C'est la première dysplasie ablatée en Algérie. Je l'ai fait donc à Mustapha en 2004. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc, alhamdoulilah, il est vivant. Je ne lui ai pas encore mis de défibrillateur. Et depuis la dernière ablation remonte à 2008, il n'a plus refait, alhamdoulilah. Alors, voici notre aspect de tachycardie QRS large. Regardez, de morphologie assez complexe, irrégulière, avec ces complexes torsadés. Regardez, là, ici la pointe est en haut, ici la pointe est en bas. Et vous remarquez tout de suite qu'elle survient après un QT très allongé. Et donc, vous avez tout de suite fait diagnostic d'une torsade de pointe. Vous avez ici un QT allongé, extrasystole ventriculaire. Durant cette période, il faut faire attention à la prescription de traitement qui allonge le QT dans cette ambiance de Covid-19. Et donc ici, c'est une torsade de pointe sur un QT long. Voici un patient de 18 ans qui se plaint de tachycardie comme sur le tracé. C'est très, très symptomatique, très, très gêné. 18 ans, on le met sous bêta-bloquant, ça ne marche pas. On le met sous flécaïne bêta-bloquant, ça ne marche pas. Toujours très, très symptomatique. On le met sous amiodarone, bêta-bloquant. Je vous montre son Holter ici. Voilà le Holter. Donc, vous voyez que c'est des tachycardies incessantes comme ça. Vous voyez, voilà, durant 24 heures. Alors, j'ai comptabilisé en 24 heures 50 000 extrasystoles ventriculaires. Et donc, c'est énorme, c'est une hyperextabilité très, très importante. Et lorsque je reviens ici, quand on va comme ça, l'origine ventriculaire n'est pas sûre, mais par contre, regardez, on a un complexe ici, peut-être une extrasystole, on va voir ici qu'il y a peut-être une activité atriale, ici, peut-être. Ensuite, regardez, ce n'est pas tout à fait régulier, hein, c'est pas tout à fait régulier pour dire qu'il s'agit d'une origine ventriculaire, mais, je ne vois pas ici de dissociation, mais par contre, j'ai ce complexe, voici son complexe normal, et voici un complexe intermédiaire. En fait, ça, c'est une fusion entre ce complexe et celui-là. Donc, il s'agit d'une fusion qui fait le diagnostic d'une tachycardie ventriculaire d'origine infundibulaire. Donc, il vient, l'axe est vertical, ça vient de l'infundibulum pulmonaire. Ce jeune homme, on lui a fait l'ablation par radiofréquence puisqu'il ne répondait pas au traitement antiarythmique. On peut ici voir sur ce Holter qu'il y avait une dissociation oculoventriculaire. On a une en P ici, on a une là, ici, et puis une ici. Donc, c'est une tachycardie ventriculaire non soutenue d'origine infundibulaire. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, sur un tracé, si on trouve une extrasystole qui ressemble à l'accès de tachycardie à QRS large, ça signe l'origine ventriculaire. Mais c'est un patient qui a des troubles de la conduction. Hein. Vous avez un PR qui est très, très allongé, avec un QRS fin, et il y a une salve ici, une salve de tachycardie à QRS large, qui ressemble exactement à cette extrasystole ventriculaire. Donc ici, c'est une salve de tachycardie ventriculaire.
Là également, c'est la même chose. Vous avez une activité tachycardie QRS large ici. On a une extrasystole ventriculaire isolée qui ressemble à cette activité atriale. Et au milieu, on a une capture ici. Vous avez l'oreillette ici, vous avez le ventricule qui est capturé. Et ici, vous avez une fusion. Alors, c'est très rare d'avoir ça. Ça, c'est sur un des holters que j'ai fait. Donc, on a l'association d'une extrasystole ventriculaire isolée qui ressemble à la tachycardie, d'une fusion, d'une capture, et c'est ainsi l'origine d'une tachycardie ventriculaire. Alors, je crois que c'est la dernière slide avant de passer au débat. Donc là, c'est également un patient, je vous ai parlé de ce critère tout à l'heure, c'est un patient qui est suivi, qui peut se plaindre de palpitations, l'électro est normal, on fait donc un holter ECG, on a une tachycardie à QRS large, et puis dès que la fréquence s'accélère ici, eh bien, on a un QRS fin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est jamais une tachycardie ventriculaire ici, c'est une tachycardie orthodromique qui passe par une voie accessoire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on appelle un bloc gauche ralentisseur. Vous avez l'influx qui va descendre par la voie nodale. Et donc, au lieu de passer par la branche gauche est bloquée, ça passe par la branche droite. Et donc, lorsque ça passe par la branche droite, le circuit d'activation est beaucoup plus lent et ça remonte par la voie accessoire. Et donc, le circuit est assez lent. Comme la branche est bloquée, c'est un bloc fonctionnel, eh bien, on a cette fréquence cardiaque qui ralentit. Et lorsque la branche gauche va reprendre son activité, et donc on a un QRS qui descend, une activité qui descend par les deux voies, la voie gauche est fonctionnelle, et donc le circuit est beaucoup plus court, et donc c'est une tachycardie à QRS fin, mais plus rapide, autour entre 10 et 30 millisecondes. Là, en l'occurrence, il y a 20 millisecondes. Donc, il y a ce qu'on appelle un bloc gauche ralentisseur qui signe l'existence d'une voie accessoire latérale gauche. Eh bien, merci pour votre attention. Comme ça, vous avez tenu le coup, hein, par Ramadan, je suis en train de faire. Alors, je profite pour vous souhaiter une très, très excellente santé, surtout par le temps qui est court. Je vous dis, Rabbi taqabbal minna as-siyam was-salat wa husn al-a'mal wa 'Eidkum mubarak wa kullu 'am wa antum bkhayr, et on attend vos questions, éventuellement, bien sûr. Moi, je vais vous raconter une histoire, puisqu'il n'y a pas de question pour l'instant. Une histoire qui est arrivée très récemment, à peu près une quinzaine de jours. Je vois un malade qui vient pour une tachycardie QRS large, qui est très, très rapide. Donc, ce malade arrive aux urgences d'un CHU, un CHU pas d'Alger, un CHU hors Alger. Il est reçu dans un service de cardiologie, aux urgences. On lui fait une perfusion de cordara et puis on lui dit rentrez chez vous. Et la suite, il est rentré chez lui. Une tachycardie à QRS large, je l'hospitalise, je vois ce que c'est. Je vous ai dit, il faut absolument faire le bilan étiologique. Quand je la réduis et je vois que c'est une tachycardie supraventriculaire, je fais une petite échographie pour voir s'il n'y a rien. Mais sinon, si je trouve une anomalie, je ne libère pas. Et en conséquence, ce malade, évidemment, il n'a pas été hospitalisé, il va voir un cardiologue à l'extérieur. Il lui faut l'écho, il trouve des cavités droites bizarres. L'électrocardiogramme en sinusal n'était pas normal, chose qui n'est pas ordinaire. Un CHU, un service de cardiologie qui libère un malade qui vient pour une tachycardie QRS large avec une cardiopathie structurelle, je trouve ça, je ne trouve pas de qualificatif. Et donc, il ne faut pas le faire. Et donc, ce malade arrive, par hasard, je vois ça, sa sœur vient me voir, elle est réanimatrice. Elle m'a dit, voilà, mon frère, il a fait ça. Voici son bilan, je l'ai fait dans le privé, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai dit, votre frère a besoin d'un défibrillateur. Et on lui a implanté un défibrillateur. Il avait tous les signes d'une dysplasie arythmogène du ventricule droit. Il avait des VD dilatés, des images IRM caractéristiques, etc. En plus, il était uniquement sous traitement bêta-bloquant. On sait très bien, c'est vrai que la tachycardie est un mécanisme
adrénergiques, les bêta-bloquants, ça marche, mais ça ne marche pas seul. À Paolo Della Bella, j'ai eu l'occasion de connaître dans son service en Italie, à Milan. Il les met systématiquement. Moi, je lui ai dit de temps en temps, je mets la flécaïne. Il m'a déconseillé. Il m'a dit, écoute, si tu es une maladie sérieuse, et il faut mettre, Il y a une question là. l'amiodarone et il faut mettre des métaboliques. Professeur Aoudia, il y a une question. Donc, l'ECG, bradycardie et salve de TV, conduite à tenir. Conduite à tenir. Comme les questions. Merci, docteur Abou, pour la question. Oui, docteur Abou. Alors, évidemment, je ne sais pas si vous avez remarqué le malade que je vous ai montré qui avait une dysplasie arythmogène du VD et qui était pratiquement à 45 battements par minute. Moi, je préfère que mon malade soit à 45 battements par minute, qu'il tolère sa bradycardie, qu'il me fasse une tachycardie ventriculaire. Il est évident que cela dépend de la tachycardie ventriculaire. La TV, c'est d'abord, il faut éliminer une cardiopathie structurelle. La bradycardie, ce n'est pas un problème. J'élimine une cardiopathie structurelle. Si c'est une cardiopathie structurelle, si c'est une tachycardie qui vient du ventricule gauche et que l'échographie est normale, je vais chercher d'abord une cardiopathie gauche de type ischémique. S'il n'y a pas d'ischémie, il n'y a pas de CMH, il n'y a pas de CMD, là, c'est rassurant. Parce que s'il y a une tachycardie ventriculaire sur une cardiopathie structurelle, si c'est un coronarien, tout d'abord, il faut désobstruer, il faut faire un pontage, il faut revasculariser. 3 mois après, je vais réévaluer. Maintenant, si ce n'est pas une cardiopathie ischémique ou une cardiopathie ischémique qu'on ne peut pas traiter, eh bien, je vais voir en fonction de la fraction d'éjection. Si ma fraction d'éjection est basse, je vais lui proposer un CRTD, surtout si le QRS est large. Donc, à ce moment-là, il sera stimulé. Je vais maintenir le traitement antiarythmique par la myodarone, par les bêta-bloquants. Et à ce moment-là, même s'il est lent, ça ne me gêne pas. La deuxième chose, c'est les QRS sans fin et qu'il y a une tachycardie ventriculaire rapide, je mets un défibrillateur. Le défibrillateur, il est là, il peut avoir la double fonction de défibriller s'il y a une tachycardie ventriculaire et de stimuler s'il y a besoin, s'il y a une bradycardie. Et puis, ma foi, si les thérapeutiques, si la bradycardie est vraiment symptomatique, alors on a le choix. L'idéal, c'est de proposer une ablation par radiofréquence à ce genre de patients, particulièrement pour un certain nombre de tachycardies, surtout de l'infundibulum pulmonaire, qui elles ne sont pas très difficiles à ablater et les résultats sont plutôt assez intéressants par rapport aux tachycardies ventriculaires qu'on va ablater au niveau des queues aortiques, ou bien des tachycardies ventriculaires sur cardiopathie structurelle, surtout épicardique. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas si j'ai répondu à Dr Abou, sinon il prend la parole et il me dit… apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, ils sont pressés d'aller faire des gâteaux. Tant mieux. J'espère qu'ils ont apprécié. En tout cas, s'il faut faire autre chose, s'il faut apporter des éclaircissements, je me ferai un plaisir de les faire. Et puis, voilà. Hein. J'espère qu'on se donne à de toutes les manières, comme tu as dit, ils pourront voir cette présentation à tête reposée. Ils connaissent mon mail, donc ils peuvent très très bien me contacter par mail ou par téléphone. La plupart ont mon numéro. Si je peux leur apporter ce que je sais. Voilà. Merci, professeur Aoudia. C'est moi, c'est toujours un plaisir de partager avec mes collègues et mes amis. Avant de partir, ولكم ربي يتقبل منكم ولكم صحة عيدكم وملاقاة الخير إن شاء الله وفي رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Merci, professeur Abdia. Merci à tous les présents, individuellement et collectivement. Hein. J'espère que ça a été très bénéfique et les laboratoires Infamidis ne vont pas s'arrêter là. Donc, on vous donnera rendez-vous après l'Aïd, Inch'Allah. On aura tout un programme par la suite. Inch'Allah. Et prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.